sont malades, pas de médicaments, pas d'hôpital, pas de sécurité. Départ, tirage. En n'hésitant pas à faire massacrer la jeunesse guinéenne pour sauver leur régime, le général-président Lansana Conté et son clan au pouvoir depuis 24 ans ont révélé leur vraie nature. Jusqu'ici, ils étaient champions de l'illusion et absorbaient comme une éponge les sommes colossales injectées au nom de l'aide au développement. Résultat, en 10 ans, j'ai vu la majorité de la population passer de l'état de pauvreté chronique à celui de misère absolue. Avant ce terrible lundi noir de janvier, j'étais déjà en train de tourner des séquences montrant la désespérance de cette jeunesse qui n'a qu'une obsession, fuir leur pays pour des Eldorado mythiques. Tierno avait tout de suite été emballé par mon initiative. C'est un diplômé sans emploi, comme on dit ici. En clair, il chôme comme 70% de la population. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Et la famille, comment elle va depuis hier? Ça va bien, et vous, comment ça va? Ouf, à la Guinée. À la guinéenne? Ouais. Mais les gens disent toujours à la guinéenne ici, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ouf, on se résigne quoi. Même là, je me rappelle tout récemment, au Mali, il y a eu une coupure d'électricité et il y a eu des gens qui sont sortis manifester, des jeunes, et ils avaient une banderole sur laquelle c'est écrit « Écoutez, Bamako, c'est pas Conakry ». Bon, au niveau de Conakry ici, vraiment, il y a une très mauvaise relation entre la police et les chauffeurs de taxi. Puisque ici, les policiers sont laissés sur la route pour faire le contrôle, mais ils sont sur la route pour cesser l'argent. Parfois, on peut t'arrêter, tu essaies de montrer le papier, on te dit carrément qu'est-ce que c'est le papier qu'on mange, mon petit. Nous vivons dans un capital, nous puisons l'eau dans le puits, nous allumons la lampe, nous allumons le bougie pour pouvoir éclaircir la nuit. C'est étonnant quand même. C'est pour ça que je vous ai dit que vraiment c'est pas facile, je ne vois pas l'avenir dans ces pays-là. Puisque l'avenir d'un pays, ça commence d'abord à avoir l'électricité, l'eau et les routes. Les bailleurs de fonds, on les trompe parce qu'on leur fait savoir ce qu'ils aiment ici. Ça va au bénéfice de la population, mais ça n'a jamais été le cas. Hein. Ça sert à payer le salaire des ONG et le reste, ils se partagent la cagnotte entre eux et la population est là, hein, misérable. Il n'y a pas d'infrastructure ni de santé, rien. La Guinée regorge de presque toutes les richesses minérales convoitées par les multinationales. Or, diamants, fer, pétrole, uranium, la bauxite, dont elle détient les 2/3 des réserves mondiales, quitte le pays à bord de ces trains qui traversent la capitale à longueur de jours et de nuits, sous les habitants.
Le secteur minier représente l'essentiel des recettes de l'État, mais selon la Banque mondiale, 70% de ces recettes sont détournées. Les campagnes de lutte contre la corruption affichées par le gouvernement ne sont que de la poudre aux yeux pour bailleurs de fonds. Malgré toutes les richesses du pays, la population est une des plus pauvres au monde. L'espérance de vie est de 50 ans, une femme sur 10 risque de mourir en mettant son enfant au monde, l'analphabétisme dépasse les 60%. Ce lycée du centre-ville est un établissement modèle selon les critères d'ici, parce que les effectifs dépassent rarement 100 élèves par classe. Margot y enseigne l'histoire. Impressionné par son sérieux et son sens des responsabilités, le proviseur l'a parachutée professeur principal. Il ignorait qu'elle mettrait un point d'honneur à lutter contre la corruption qui gangrène aussi le milieu scolaire. On n'ira pas voir un professeur dans les couloirs pour dire « Monsieur, arrangez ma note ». Il vous arrangera la note dans le couloir. Mais moi, après, je verrai quelle est la note que vous méritez exactement. Et vous savez que je ne suis pas du genre à vous retrouver dans les couloirs pour dire « J'ai besoin de 10 000 ou bien 15 000 francs pour falsifier les notes ». Je ne le ferai pas, je n'ai pas besoin d'argent de qui que ce soit. Tout ce que je veux, c'est pour que vous travaillez. Ça va là? Il y a des élèves encore ici, des filles, surtout des filles qui sont avec les professeurs ici, pour les problèmes de notes. On voit ça ici. Je vous dis que ça, c'est des comportements vraiment très déplorables. Il faut essayer de travailler. Les filles disent émancipation et équité. Émancipation, c'est pas comme ça. La fille, elle prône son émancipation à travers son comportement, à travers sa manière de se tenir, à travers sa manière de faire. Les moins de 30 ans représentent les 3/4 de la population et 53% ont moins de 15 ans. Conçu à l'origine pour 2500 élèves, ce lycée de banlieue en accueille aujourd'hui plus de 8000. Pas d'électricité, pas de ventilation donc, malgré une température extérieure qui frôle les 40 degrés. Des équipements pédagogiques inexistants, élèves et professeurs sont livrés à la débrouille permanente. L'abandon par l'État du secteur stratégique qu'est l'éducation a entraîné la prolifération d'écoles privées de tout niveau et adaptées à toutes les bourses. La corruption admise et pratiquée par tous fait là aussi partie de la normalité. Je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants. Ma maman elle est ménagère, mon papa ne travaille pas. Je fais la terminale. Ma maman elle avait payé 3 mois pour l'inscription. Maintenant depuis leur 4e mois, elle dit qu'elle ne peut pas payer. Pour ça, j'ai commencé à sortir avec mon professeur. Je peux dire mes grandes sœurs, pas de même mère et même père, ils le font. Ils m'ont conseillé. Quand je le fais ça, c'est bien pour moi. Je me couche avec mon professeur pour ne pas qu'il me donne les mauvaises notes. Chaque fille couche avec mon professeur pour avoir de bonnes notes. Tu refuses de sortir avec eux, tu auras doublé la classe. Ici, le courant, c'est le roulement. Il y en a des quartiers qui ont le courant durant 2 jours. Et 2 jours après, ils n'ont pas de courant. C'est un autre quartier qui a le courant. Ce qui fait que les élèves, ils révisent à la lumière de la bougie. Et souvent, ils sont épuisés, ils s'endorment. Ce qui fait que la maison prend feu après et toute une famille se retrouve bloquée, quoi. Et souvent, ils te lancent le courant avec une tension tellement forte qu'il y a des courts-circuits. Et la maison prend feu, les familles se retrouvent bloquées là. Donc c'est régulier à Conakry ici où des familles entières brûlent dans un incendie à cause d'un circuit ou d'une bougie. Les élèves, ils vont chercher la lumière où ils peuvent trouver. Il y en a qui font des kilomètres à la recherche de l'électricité pour réviser. Étudier, Géremane Sofé, classe, une son en place. Est-ce qu'il fait des compromis? Adédé. Awana nan cadre wule da re gori wo mabori et to da de kedi côté malanga sakui les la hay rate bombo re ni tagi et do remercier kui kat ko comporter y faire et puis la vie continue hein. Qu'on a tomura nyom manarama ba forcément il faut un changement dans le comportement de nos religions. Forcément il faut un changement dans le comportement de nos... C'est la CIA d'affaires. Oh, enfin. C'est la CIA d'affaires. Enfin, la fermeture. C'est la CIA d'affaires. Depuis leur indépendance en 1958, les Guinéens n'ont connu que 2 présidents.
Sous le régime du stalinien Ahmed Sékou Touré, despote paranoïaque et sanguinaire, des centaines de milliers de Guinéens s'exilèrent. À la mort du guide suprême en 1984, la nomenclatura propulse Lansana Conté, ancien aide de camp du tyran, à la tête du pays. La Guinée, qui a un besoin impérieux de l'aide occidentale, se dote alors de tous les attributs d'une démocratie parlementaire. En 1993, le général Lansana Conté est élu président à l'issue d'élections truquées, mais les Occidentaux restent sourds aux protestations de l'opposition. Lors de son accession au pouvoir, il avait déclaré « Nous sommes venus pauvres, si vous nous voyez un jour dans de grosses voitures et habiter de belles villas, c'est que nous aurons volé ». Le général président possède aujourd'hui un parc privé de plus de 100 véhicules de luxe, des propriétés innombrables, tant en Guinée qu'à l'étranger, et sa famille détient des avoirs bancaires un peu partout. Gouvernant par décret, Lansana Conté considère la Guinée comme sa souveraineté personnelle et ses concitoyens comme des sujets. Les contrats miniers et autres opérations juteuses doivent nécessairement passer par lui. Il s'appuie sur une administration issue de l'ancienne nomenclatura qui lui est tout acquise et une armée qui jouit de tous les privilèges. C'est pourquoi vous avez vu carrément il y a un divorce entre la population civile et la société politique. Pour tout simplement, on dit que l'armée est au service du président de la République ou tout simplement au service du pouvoir politique. L'armée constitue la priorité du gouvernement. L'essentiel des ressources publiques sont dépensées dans le cadre militaire. En plus, toutes les politiques publiques sont axées sur l'armée. En fait, le pouvoir appartient à l'armée. Parce que l'armée considère l'État comme sa propriété. L'État est là pour l'armée. Ce n'est pas pour autre chose. Quand moi, pauvre enseignant, j'achetais le riz à 100 000 francs, 150 000 francs, l'armée achetait à 18 000. Pendant longtemps, la population s'est résignée à sa descente aux enfers. Pour beaucoup, consiste à quitter tôt la maison pour courir la ville en tous sens afin de trouver de l'argent. Leur obsession, rapporter de quoi nourrir leur famille le soir et acheter des médicaments au marché noir pour soigner des enfants malades et souvent dénutris. Décembre 2006. Une inflation incontrôlable rend les produits de base de plus en plus inaccessibles. La population a faim. Le président Lansana Conté, en personne, sort de prison son ami Mamadou Sylla, accusé d'avoir détourné d'énormes sommes de la Banque centrale. De plus en plus coupé des réalités du pays, le président se permet encore de fanfaronner. « Je suis le premier magistrat du pays, la justice, c'est moi ». Dans le même temps, l'ONG Transparency International classe la Guinée premier pays corrompu du continent et troisième au monde. Pour les Guinéens, la zone rouge est franchie. Le 10 janvier 2007, les syndicats déclenchent une grève générale, la troisième en 10 mois. Les travailleurs ne sont pas contents que des gens qui ont détourné soient libérés. Parce que le détournement du denier public a un impact négatif sur le pouvoir d'achat du travail. Le gouvernement ne peut nous donner que s'il a où prendre. Mais là où il prend, si là-bas on a tout vidé, on a vidé la caisse, il ne peut pas nous donner. Je n'ai pas peur du syndicat. Merci vous qui devez servir la Guinée. Moi
qui sert la Guinée. Si on ne s'entend pas, c'est la Guinée qui perd. Nous sommes d'accord. Après une semaine de grève, la population tient bon. Mais Lansana Conté refuse toujours de négocier. La jeunesse de Kaloum, à majorité Soussou, l'ethnie du général président, a rejoint les syndicalistes. Cette fois-ci, la jonction entre le centre-ville et la banlieue, rêve de opposant à la dictature, est envisageable. Des pourparlers sont engagés entre syndicats et société civile d'un côté, les institutions républicaines de l'autre. Les jeunes de Kaloum décident d'accompagner les délégués syndicaux jusqu'au palais du peuple où doit se tenir la rencontre. Le cortège est attaqué par les forces de l'ordre qui, selon leur habitude, tirent à balles réelles. Il y a des morts, mais cette répression galvanise les partisans du changement. Le mouvement se radicalise et exige à présent le départ du vieux dictateur. Lansana Conté est furieux. Kaloum l'a lâché. En pleine nuit, il fait convoquer les syndicalistes. Maintenant, il dit que c'est nous qui voulons l'embêter, le déculoter avec notre grève là. Que nous nous sentons forts, mais il est plus fort que nous. De cesser de nous foutre de lui, de nous moquer de lui, parce que sinon, il va même nous faire tuer. Donc, vous voyez, on n'a pas parlé de grève, ni de rien du tout. Il n'y a eu une proposition concrète sur vos revendications. Aucune proposition concrète. Il a dit, si vous voulez continuer votre grève, mais la guerre est ouverte entre nous maintenant. Entre nous, notre grève continue. C'est au tour de la banlieue de descendre sur Kaloum. La jeune génération surmonte sa peur et ose défier le régime de Lansana Conté. De mémoire de Guinéens, on n'avait jamais vu ça. Comme Margot, je suis bloqué à Kaloum. On ne peut suivre les événements qu'à la radio. On craint le pire. C'est au cri de changement, changement que des milliers de personnes sont sorties dans les rues ce matin. Dans la foule, beaucoup de très jeunes gens, mais aussi des femmes, des enfants et des pères de famille. Pour tenter de bloquer les manifestants très remontés contre le pouvoir, un important dispositif des forces de l'ordre a été déployé. Les militaires et les policiers tirent à balles réelles sur les manifestants. Vous en tirez combien? 4 personnes. C'est des innocents. À chaque carrefour stratégique, les forces de l'ordre font des victimes. Mais la détermination des jeunes est telle qu'ils se regroupent aussitôt pour reprendre leur marche vers la cité administrative. Le blocage définitif a lieu au pont du 8 novembre, surnommé par la population le pont des pendus en mémoire des martyrs de Sékou Touré. C'est le dernier verrou gardant l'entrée de Kaloum, où sont réfugiés le président et les dignitaires du régime. Sous les fenêtres même de la délégation de l'Union européenne, les bérets rouges de la garde présidentielle chargent sans sommation.
Monsieur le ministre, apparemment aujourd'hui les forces de l'ordre ont fait usage de leurs armes contre la foule. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de commettre l'irréparable? Mais je ne sais pas si les armes ont été utilisées contre les populations. Nous sommes en train justement de faire des enquêtes autour de toutes ces situations pour pouvoir faire la lumière et nous assurer de la réalité. Mais il faut quand même situer les circonstances pour qu'on sache réellement si c'est les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu ou qu'est-ce qui s'est passé réellement. Vraiment, on n'a pas compris l'attitude des bérévoses qui ont tiré à balles réelles sur les enfants. Je ne peux pas personnellement vous fournir un chiffre exact, parce qu'il y en a qui ont succombé tard la nuit. Mais rien que pour cette journée du 22 janvier, vous pouvez situer le nombre de morts jusqu'à 100 à 120. Jusqu'à présent, moi, personnellement, je me pose la question: pourquoi les militaires ont fait ça? Et réellement, étaient-ils des vrais militaires guinéens? Et cette question, je me la pose toujours. Il y avait les voix qui me parvenaient aussi. Il y en a qui disaient changement, changement, changement. Et là j'ai compris, je me suis dit tout de suite que c'était aujourd'hui, que c'est le 22 janvier que la Guinée allait changer. C'est aujourd'hui que le monsieur va partir parce que l'armée a compris que le peuple n'a plus besoin de lui. Et donc l'armée va prendre sa responsabilité. Et à voir la manière dont les autres agents ont cédé à partir de Amdalaï, Bellevue, Dixine, jusqu'au sinistre Kamboaro, franchement je pensais que le moment était venu, quoi. Les Guinéens ne s'aimaient pas. On l'avait dit et on ne peut pas continuer à le dire parce que quelque chose a changé. La journée du 22 janvier, c'est tous les Guinéens qui étaient déterminés pour le changement. Tous les Guinéens. Alors, connaissant cela en avance, le régime en place s'était organisé à faire en sorte que le mouvement qui était déclenché soit contrarié à partir du pont. Si on franchissait cette étape-là, c'était fini pour M. Lansana Conté et tout son régime. Quand les gens n'ont pas reculé tout de suite, ils ont tiré dans la foule. Ils ont tiré, ils ont tiré. Et quand les manifestants ont fui, ils ont tiré dans le dos des gens. Imaginez-vous, des gens non armés, qui n'avaient d'armes que leur bouche et leur slogan. Qu'on tire sur eux en face et que ces gens-là fuient, on leur tire de dos. Imaginez-vous. Et là, c'était une autre épreuve parce qu'il fallait rentrer à la maison. Et comment? Les militaires sont en train de mener leur chasse aux sorcières. Il fallait rentrer pourtant. Vers 13h, 14h, on a cherché à se faufiler entre les maisons dans le quartier pour rentrer. Et franchement, c'était difficile, quoi. C'était difficile parce qu'ils poursuivaient les gens encore. Ils sont allés jusque dans les mosquées pour sortir les gens. La grande mosquée de Faisal, la plus grande mosquée de la Guinée. Ils sont allés là-bas pour poursuivre les gens juste après la prière. Certains d'entre nous sont parvenus à rentrer à la maison, bien entendu, en laissant les amis blessés et morts sur place. Si anciennement ils avaient l'habitude de nous diriger avec la force, c'est impossible désormais, nous avons compris. Le meilleur secret maintenant pour un dirigeant de se maintenir pendant longtemps, c'est de faire ce que le peuple lui demande de faire. Anamatin, où le fallait yoha masora. Anamatin, où le fallait yoha trompé. Anamatin, yoha fallait hamatrama. Yo, manga genadaki. Anamatin, c'est ça. Yoha matrama, hantana nabakine, aoulé. Visiblement, le pouvoir n'a pas compris le message de la rue. Croyant l'apaiser, un Premier ministre est nommé. C'est un proche de Conté connu de longue date et détesté des Guinéens. Les jeunes se déchaînent. Tous les symboles de l'État sont mis à sac. Les émeutes touchent 31 préfectures sur 33. C'est un président Lansana Conté moribond qui apparaît subitement au journal de la RTG. Les destructions et les pertes en vie humaine
sont telles que je suis amené à décréter l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national. Celui qui les deux personnes. Hé, sors, viens. Tu quittes, viens. Viens. 1, 2, 3. Durant 12 interminables jours, la soldatesque se comporte pire encore qu'une armée d'occupation. La famine menace les plus démunis. L'état sanitaire de la population est au plus bas. Impitoyable, le général-président veut prolonger l'état de siège. Surprise, il est désavoué par l'Assemblée nationale, dont l'écrasante majorité appartient pourtant à son propre parti. Les trains de bauxite, restés muets pendant toute la durée de l'état de siège, reprennent aussitôt leur rotation. Les ressources naturelles que nous avons font que beaucoup nous envient, mais ces ressources se réveillent beaucoup d'appétit et si nous ne faisons pas attention, nous allons entrer dans la spirale de beaucoup de pays. Tous les pays qui ont découvert du pétrole, immédiatement ont cessé d'avoir la paix. Tous les pays qui ont du diamant ont cessé d'avoir la paix. Et la Guinée étant ce pays qui a toujours donné l'exemple de la liberté, de la paix, de la défense de la souveraineté, doit pouvoir continuer à donner cet exemple. Ce ne sont pas des revendications salariales qui vont mettre le feu à ces pays. Le président Lansana Conté a fini par céder. Un compromis le contraint de nommer un Premier ministre choisi sur une liste de 4 noms proposés par les acteurs du changement. La foule célèbre sa victoire ou bien la fin de son cauchemar. Elle s'est fait tuer pour que le vieux dictateur parte. Il est toujours là. Avec Margot, nous avons aussitôt foncé vers la haute banlieue pour partager notre émotion avec Tierno et ses amis. Ils sont tous sains et saufs. C'est ça. Bonsoir, merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le nouveau Premier ministre chef du gouvernement est arrivé ce mardi à Conakry. Lansana Kouyaté a été accueilli à l'aéroport international de Conakry-Bessia par son prédécesseur Eugène Camara et plusieurs membres du gouvernement. Une foule immense s'est spontanément mobilisée pour ovationner le nouveau chef du gouvernement. Monsieur Kouyaté n'est pas un inconnu. Il a fait ses classes à l'époque de Sékou Touré. Lansana Conté ne l'a pas choisi au hasard. Le changement que vous avez réclamé, c'est largement propagé. Il y en a qui étaient contre hier, mais qui sont pour aujourd'hui. Faisons en sorte que ceux qui hésitent, ceux qui pensent que ce changement pourrait être désastreux pour eux personnellement, faisons en sorte qu'ils adhèrent à la cause. Il ne s'agit pas d'installer M. Kouyaté dans un fauteuil de confort. Il s'agit, répondant à vos aspirations, de l'aider avec vous à gagner cette bataille. Au moment où il en aurait eu le plus besoin, le Premier ministre de consensus ne renouvellera jamais cet appel. Les syndicats se diviseront entre ses partisans et ses adversaires. Le changement va s'enliser. Dans un sursaut, la société civile lui lancera un avertissement. Mais cette mise en garde restera sans suite. Il n'y aura plus d'autres manifestations. Les jeunes sont prêts à tout pour qu'il y ait effectivement un changement en Guinée. Nous considérons que Lansana Kouyaté n'est pas libre
il est lié, même s'il n'a pas eu le courage d'affirmer qu'il n'est pas libre. S'il ne répond pas aux attentes de la population et surtout des jeunes, ces mêmes jeunes qui l'ont amené ici sont capables de le renvoyer. Dans une transparence, Hanamu syndiqué na bego, Hanamu justice bego, Hanamu sempedeke bego, Hanamu parti civil bego, Hanamu yati démocratie bego. Ministre de Getaway, Palanque, ministre des plans, Yandi la Guinée plan changé, ministre de marketing, Viri la Gora fin de Keren, ministre de Wali, jeunesse et employé, ministre de Daramou la Guinée. La feuille de route du nouveau gouvernement exige la création d'une commission nationale d'enquête pour faire la lumière sur les tueries de janvier-février 2007. Une association de soutien aux victimes s'est constituée pour répertorier les morts et localiser des blessés oubliés. Une enquête de terrain permet d'établir avec précision les circonstances des fusillades. Les données recueillies seront transmises à la future commission. Margot a rejoint l'association pour donner un coup de main. Elle fait équipe avec son ami Djenabou. Il y a d'autres qui avaient des blessures très graves et qui sont mortes par la suite. Il faut les répertorier. La date anniversaire du 22 janvier approche. La commission d'enquête, bien que constituée, n'est toujours pas opérationnelle. Djenabou et des représentants des victimes ont obtenu un rendez-vous avec Henriette Comté, la première dame. Ne sachant plus vers qui se tourner, ils sont venus la prier d'user de son influence pour que la commission se mette enfin au travail. Madame la Première Dame, c'est avec une vive émotion que l'honneur m'échoit de m'adresser à vous au nom des victimes de la répression de janvier-février 2007. Le premier sentiment qui anime une victime au cours d'événements malheureux comme ceux du 22 janvier, c'est la vengeance, madame. On se dit quelque part qu'il faut se venger. Parce qu'on se dit qu'on a été victime d'une injustice. Surtout quand, après, on voit les mêmes personnes qui nous ont tiré dessus circuler dans la rue. Quelque part, puisqu'on vit dans un État qui est régi par des règles, madame la Première Dame, vous comprendrez bien notre situation. Mais malgré tout, au lieu de demander la vengeance, nous demandons la justice et nous demandons la réparation. Nous prions Dieu de nous éviter à l'avenir une telle situation. Quant à vous, frères et sœurs, et enfants, comme vous voulez de le dire, je vous demande de pardonner. Pardonnez pour l'amour de Dieu. Pardonner pour son prochain. Parce que sans pardon, on ne peut rien. Sans pardon, on ne peut pas construire notre pays. Et de mettre cette situation au compte de notre Créateur. Les tueries relèveraient donc de la seule volonté de Dieu. La leçon est amère. Quant au blocage de la commission d'enquête, il n'a même pas été évoqué.
Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir. Merci. J'espère que je ne suis pas en Non, vous n'êtes pas en retard. Après tout ce qu'on a fait pour cette commission, pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce que je vois un blocus, voilà. Pour que la commission fonctionne, il faut que la société civile s'implique parce que le blocage se fait au sommet. Si la commission d'enquête fonctionne, il y a obligation de savoir qui a fait quoi. Autrement dit, qui a donné l'ordre, qui a exécuté l'ordre, pourquoi l'ordre a été donné. Dans ce sens, on va forcément citer les responsabilités et les sanctions peuvent s'imposer. C'est la raison fondamentale qu'il y a blocage. Cela fait des semaines que la société civile est muette. A-t-elle entendu ce dernier message? Djenabou a beaucoup donné pour le changement. Aujourd'hui, elle estime que leurs leaders les ont trahis. Son constat est sans appel. On se sent comme abandonné au milieu d'un océan sans boussole. Et c'est le retour du chacun pour soi. Yeah man, le best, le reste, ça me fait decade. Pour que c'est quand c'est mourgi. Yeah man, on croit que Mengenene, elle a tout changé. Elle a changé. On a rêvé, on t'a tué. Où est la solution? Elle a changé. On croit que Mengenene, elle a tout changé. Elle a changé. On va tout à dur, mais ça t'a plus pire. Où est la solution? Elle a changé. C'est le que va te guise le best. C'est le que va te la femme le reste. C'est le que va te la guise le reste. La Guinée yo en bon wasa rambeto on grebe fene le bir mahoro on boye tongo on plaque tongo on min travaux rasa mengeto et on amor fata kampon innocent ne bakado nenango simplement alcool la Guinée dina kula mati anara caméra na moi min aventure na fema parle benarati état de siège na représenté grève na Haïti et na rassuré c'est boroto dangundo et fait bekar tongo contre toute corruption dans les bureaux awato na bimba zéro awato na bimba zéro makila faute na bimba zéro on va vraiment on est en train de ade nya ngwa ma de mekene ko so ma de la leki nan ko de la leki mara mara nya de mba mani afanya c'est sere gorgo kono fere munana do c'est munana re ne ta musari so nana ke musu e shuma ne me fere munana yeri kina ganna ki 500 100 francs après 10 francs 500 10 francs 500 ima to ko de mane ina sante ya ko Margot, tu as l'air très soucieuse aujourd'hui. Ben oui, que veux-tu? Le temps passe, les gens ils sont toujours misérables. Malgré les promesses de Kouyaté, Premier ministre de changement, il n'y a pas plus d'eau, enfin il n'y a pas d'eau dans les robinets, il n'y a pas de courant. Ici vous voyez qu'il y a l'électricité, c'est parce que nous on a la chance, on a 2 lignes, ce qui est interdit. Voilà quoi, donc rien ne change, les gens sont toujours misérables, les gens se cherchent les uns les autres, il y a de quoi s'inquiéter quoi. La population, elle a fait ce qu'elle pouvait, sont là de bord, elle est descendue dans la rue pour manifester. Et nous avons placé notre espoir en une couche d'intellectuels, parce que c'est en ceux-là que nous avons confiance. On a placé notre espoir. Et ils nous disent, bon, attendez, on va vous conduire au bout du tunnel. Donc pour le moment, on nous dit, attends. Et ils roulent dans les Pajero, ils roulent dans les 4x4 climatisés. Ils sont là dans des conférences, ces conférences qui n'ont aucun effet positif sur la population. Mais en attendant la population, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a des familles ici qui ne prennent qu'un seul repas par jour. Il y en a, ils n'ont même rien. Donc les jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes à la délinquance. Les filles, c'est la prostitution. Et le pays est en train de sombrer. Donc pour le moment, on attend. Et peut-être que le jour où on sera fatigué d'attendre, on verra ce qui va se passer. La commémoration des morts de l'année dernière est pitoyable. Elle achève de révéler au grand jour l'éclatement des syndicats et de la société civile. Les raisons en sont à la fois politiques et ethniques. Les ténors n'ont délégué que des sous-fifres. Jusqu'à la dernière minute, le Premier ministre Kouyaté était attendu.
il ne viendra pas. C'est une gifle à la face des parents des victimes auxquels il doit pourtant sa promotion inespérée. Quant à la turbulente jeunesse des banlieues, sa présence n'étant visiblement pas souhaitée, on ne lui a pas fait passer le message. Le dépôt de la gerbe en petit comité sonne comme un second enterrement pour les martyrs du changement. L'amnésie collective est décidément une constante dans l'histoire de la Guinée. L'aventure Kouyaté s'achève 15 mois après sa prise de fonction à la primature. Champion des fausses promesses, il laisse Conakry encore plus obscur qu'à son arrivée. Il s'est finalement coupé de la rue qui l'avait accueilli en sauveur. Pour les jeunes, c'est un non-événement. Kouyaté laissera comme trace de son passage dans l'histoire de la Guinée cet éléphant anachronique, symbole du premier régime en vue d'un cinquantenaire de l'indépendance qui sera célébré sans lui. À peine la commission d'enquête venait-elle de trouver des locaux pour se mettre enfin au travail, Lansana Conté en personne donne l'ordre à la banque de bloquer le compte de la commission. Aucune réaction de la part des acteurs du changement. Le recul est total. Les clans ne cherchent même plus à dissimuler la guerre qu'ils se livrent autour du président. Les décrets de nomination à des hauts postes politiques ou administratifs pleuvent. Des contre-décrets les annulent aussitôt. Les Guinéens se demandent qui gouverne réellement le pays. Le président, quand il était vraiment président, c'est-à-dire il avait toutes ses facultés, il a empêché sa famille de s'approcher de lui. Mais du fait qu'il a été démuni, finalement, le pouvoir est devenu propriété de sa famille. Aujourd'hui, c'est cela. Du fait qu'il est polygame, le pouvoir prend plusieurs dimensions et plusieurs côtés. Et c'est l'ensemble de ces côtés qui font sortir plusieurs décrets. Le renouvellement de l'Assemblée nationale, maintes fois reporté depuis 2 ans, reste une chance à saisir pour mettre en difficulté le régime du général Lansana Conté. L'organisation d'élections libres et transparentes est l'une des conditions émises par l'Union européenne pour reprendre sa coopération avec la Guinée. Plus de 7 millions d'euros ont été débloqués pour moderniser la procédure de révision des listes électorales. 1000 kits informatiques permettront d'enregistrer sur tout le territoire les données biométriques des électeurs pour établir des cartes infalsifiables. Alors, une autre personne a posé la question de savoir est-ce que si une empreinte est prise, qui a le droit ou le pouvoir de l'effacer? Tierno a déniché un stage de journaliste non rémunéré dans une radio FM. Pour son apprentissage, il a choisi de couvrir l'ensemble du processus électoral. Alors Tierno, ces élections, c'est seulement un problème technologique? Oh bon, pas seulement ça. En fait, au niveau de la technologie, des efforts ont été fournis. Bon, ça ne peut pas suffire, quoi. Seulement la technologie ne peut pas suffire. Il faut vraiment qu'il y ait une réelle volonté de des élections transparentes et fiables, quoi. C'est surtout la volonté politique. Mais au niveau de l'administration guinéenne, franchement, ça traîne. Tout dépend de leur volonté à eux d'organiser vraiment des élections libres et transparentes telles que la population le veut. Maintenant, si toutefois ils veulent faire le bordel comme d'habitude, là, quitte à eux de le faire, quoi. Sinon, franchement, les populations, elles, réclament des élections libres et transparentes pour pouvoir changer les choses à partir d'une assemblée représentative. Voilà. Avec son copain Isiaga, Tierno a mis à profit le lancement officiel de la campagne d'enregistrement des électeurs
pour animer une rencontre publique sur le thème élections et ethnocentrisme. Une réflexion qu'ils estiment urgente et stratégique vu l'inquiétante perte de repères de la jeunesse. Je vais l'installer. Merci. Voilà, merci. Ces élections qui arrivent, ça doit permettre à la Guinée vraiment de décoller sur le plan politique. Et ce décollage politique-là doit donc nous amener à un épanouissement économique, social. Et tu crois qu'elles vont pouvoir avoir lieu, ces élections? Oui, si nous, tel que cet appel-là est lancé, si nous comprenons dans ce sens-là et agissons dans le même sens, c'est nous le peuple-là qui sommes forts, nous devons être forts. Et si nous le voulons, ça se fera ainsi. Nous sommes dans le processus électoral et nous savons tous que depuis un bon moment, si ce n'est toujours, les leaders politiques se sont toujours appuyés sur l'aspect ethnique pour avoir des voix et donc se faire élire, sans pour autant être compétent, sans pour autant être capable de répondre aux aspirations du peuple de Guinée. Et il faut absolument qu'on lutte contre cela. Il faut plutôt qu'on vote pour un programme plutôt que pour une personne. 22 janvier. Atomini, et ma fala kule wasigapa, sose wasigapa, mamike wasigapa, biri nasiga. Bien que Fikar n'a le boulama, Fikar va ton boulama, Fikar moun n'a fait ma oufle boum, o sose luna. Bal moun n'a fait ma oufle boum, o forestier luna, o biri na lutte, o barnato. En Guinée, l'urne n'a jamais dit son mot. On laisse les gens voter librement. Mais attention, si en Guinée, le citoyen a le droit de vote, n'oubliez pas que le gouvernement aussi a le pouvoir de décréter le résultat des urnes. Tu votes, je dis ce que je veux. Nous voulons maintenant que c'est l'urne qui parle. Et il faudrait que l'armée accepte cela. Une authentique armée républicaine devrait en effet accepter et même soutenir le principe d'élections libres et crédibles. Mais c'est loin d'être le souci de l'armée guinéenne, où l'anarchie règne comme au sommet de l'État. Des soldats sillonnent la ville, imposant la perception de la justice à une population angoissée par une insécurité en plein essor. Ils semblent échapper au contrôle des états-majors et se comportent comme de futurs seigneurs de guerre. C'est la presse qui est. Il y a le témoin de demain. On est un politicien. Toutes choses, on ne peut pas le faire en cachette, il faut faire les choses claires. C'est normal. Voilà.